Le problème du marathon, c'est que si tu prends des risques, tu peux gagner gros, mais tu peux perdre aussi 6 mois d'entraînement. Il y a 3 ingrédients pour aujourd'hui créer de la motivation. C'est le besoin d'autonomie, donc c'est-à-dire avoir l'impression qu'on est à l'origine de ses choix. C'est le besoin de compétence, donc ça c'est assez simple à comprendre, se sentir compétent dans ce qu'on fait, se sentir en progression aussi. Et il y a le besoin d'appartenance qui est se sentir connecté aux autres humains, sentir qu'en retour les autres humains connectent aussi à nous-mêmes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Peace and Flow. Aujourd'hui, j'accueille Maxime Lopez, un marathonien sub-élite, futur docteur en psychologie, coach et fondateur de la chaîne YouTube Runwise. Dans cet épisode, vous allez découvrir quelle est sa plus grande peur en course à pied, les 3 principes fondamentaux derrière la motivation, applicables à tous les domaines, et pour finir, une anecdote rigolote sur sa compagne et une rencontre improbable. Sur ce, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse apprécier mon entrevue avec Maxime Lopez. Bonjour Maxime, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup de me recevoir, Elodie. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter pour démarrer, s'il te plaît? Ouais, fait que je suis un coureur, un marathonien. J'ai couru de 15 à Valencia. Je suis aussi un étudiant. Là, je finis mon doctorat en psychologie. Et j'ai une entreprise Runwise, là où on fait plusieurs trucs, notamment création de contenu, coaching. Je dirais que c'est les 2 grosses sphères. Donc c'est un peu une différente casquette. Ok. Est-ce que tu peux raconter ton histoire un petit peu avec le sport et comment tu en es venu pour te prendre de passion pour le running en particulier? Ouais, donc j'ai commencé la course quand je suis arrivé à Montréal, parce que moi je suis français, ça doit s'entendre normalement que j'ai pas un accent très très québécois, même si j'ai une façon de parler un peu différente. Depuis que je suis là, ça fait 10 ans que je suis à Montréal, et je suis venu à Montréal à la base juste pour une année juste d'études en fait, pour terminer ma licence en psychologie. Fait que moi je viens de Lyon à la base, donc tu sais, tu peux faire un échange en dernière année pour voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Et quand je suis arrivé à Montréal, j'étais pas du tout sportif. Je faisais vraiment beaucoup la fête à Lyon. J'avais une vie très différente, très sédentaire, et alcool et ce genre de choses. Et quand je suis arrivé à Montréal, j'avais quand même envie de changement aussi. Et j'ai eu la chance de tomber dans une colocation avec un gars qui s'appelle Aurélien, avec qui j'ai toujours contact. Et d'ailleurs, il coach dans mon équipe. Et ce mec-là était très sportif pour le coup. Il venait du triathlon. Et dans l'université à laquelle on était inscrit, donc à l'UQAM, il y a des équipes de cross-country. Le monde universitaire est très présent, c'est comme aux États-Unis en fait. On appelle ça le varsity, le sport universitaire. Et lui, il faisait du cross-country à l'université, donc il s'était inscrit comme ça direct et tout. Puis moi, je lui demandais où il allait tous les soirs s'entraîner, et il me disait qu'il allait courir, qu'il allait courir avec les gars et tout. Moi, ça me paraissait un petit peu lunaire. Fait qu'un jour, il m'a quand même proposé d'aller faire un jog. Je me souviens de ce jog parce que il est assez marquant parce qu'il était vraiment difficile là. Moi, j'ai vraiment de l'ego, tu sais, genre je suis très compétitif de nature, et je voulais vraiment pas lâcher là, sauf qu'on allait de plus en plus vite et tout. Fait qu'à la fin, j'ai carrément lâché parce que c'était vraiment trop dur. Et ça m'a donné envie, je pense. Je pense que c'est cette première expérience en fait qui m'a donné envie tu sais, de voir ce que je pourrais faire. Puis tu sais, c'est comme si ma fierté avait été un peu atteinte là. Et après, tout s'est enchaîné. J'ai acheté une paire de chaussures, je suis allé au premier entraînement, c'était super dur, j'allais beaucoup trop vite, je faisais n'importe quoi. Puis ça a pris du temps là avant que je fasse pas n'importe quoi. Et j'ai fait ma première saison de cross-country. Tu sais, je suis tellement arrivé tard que j'ai même pas pu faire les premières courses de la saison. Là, je suis arrivé, on m'a jeté comme ça dans une course. Je suis passé de sédentaire à course de cross-country. C'était très traumatisant comme expérience, autant physiquement que mentalement, parce que je me sentais vraiment nul comparativement aux autres. Puis je sais que ça, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à dealer avec ça dès le début. Je supporte pas d'être dans les derniers là. Je te dis non, c'est pas possible, je peux pas être dans les derniers. Fait que en voyant les premiers courir aussi vite, ça m'a vraiment motivé. Alors oui, c'était pas agréable sur le moment, mais je pense que ça fait partie aussi de où est venue ma motivation, à rattraper un petit peu tous les coureurs là devant. Et voilà, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé la course. Donc vers 23-24 ans, je pense à peu près. Ok. Et par la suite, du coup, c'est parce que j'imagine qu'aujourd'hui, c'est plus ça ton principal moteur, c'est plus la frustration. Qu'est-ce que Non, c'est du coup? exact. Bah, je te dirais que la frustration fera toujours partie du moteur pour moi. Je m'en rends compte, puis je suis assez transparent avec ça, parce que même si c'est quelque chose que tu n'as pas forcément envie de dire, parce que souvent tu veux que ce soit plus paillette et que ça brille, mais à la fin, non, je pense que la frustration, ou tu sais, comment dire, pas le mécontentement, mais
Ouais, ne pas être satisfait à 100 avoir l'impression qu'on peut faire mieux, je pense que ça reste, c'est pas nécessairement négatif. Je pense qu'être un peu frustré, c'est plus après comment tu vas réguler cette émotion. Mais sinon, il y a plein d'autres trucs évidemment, c'est déjà ça fait partie de ma vie, c'est ma routine, puis il y a quelque chose de très santé là-dedans, et je te dirais presque plus niveau psychologique. Je fais un travail comme beaucoup qui est très sédentaire, je passe énormément de temps sur l'ordinateur et la course me force justement à sortir et à aller faire de l'exercice tous les jours, voire 2 fois par jour. Et je pense que si j'avais pas des objectifs de performance, je me forcerais pas forcément à y aller, tu vois? Surtout l'hiver là au Québec, il fait genre -15, -20, il y a de la neige. Honnêtement, c'est beaucoup plus facile de rester chez toi, de te mater un film ou de faire des activités plus, comme ça, numériques. Là, je suis obligé d'y aller entre guillemets parce que ça j'ai un projet de performance et pour, réaliser un projet de performance, à un moment, tu dois pas te poser la question tous les jours si tu as envie d'y aller. Tu y vas juste parce que c'est comme ça, en fait. Des fois, tu as moins envie, des fois, tu as plus envie, des fois, tu pas envie, puis tu es super content d'y être allé. Fait que, ouais, je te dirais qu'aujourd'hui, le moteur, ouais, il y a un peu tout ça. Heu, OK. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller plutôt sur du marathon et pas sur mmh, d'autres types de distances, pardon? ouais. Je pense que déjà, j'avais des meilleures capacités de long assez, rapidement, on s'en est rendu compte. Déjà, j'aime bien faire beaucoup de kilomètres. Faut savoir qu'à ma deuxième année, j'ai quand même fait des semaines à 130-140, ce qui est assez peu commun. Au final, les gens, c'est rare qu'ils se rendent là si vite. Mais moi, j'ai senti que mon corps, il était capable de prendre du volume assez vite et fait que j'ai commencé à doubler, très, très vite. Puis comme c'est Aurélien qui m'a initié, tu la personne dont j'ai parlé tout à l'heure, lui, il doublait déjà, donc pour moi, ça m'a paru comme presque normal, en fait. Puis j'ai réalisé plus tard que c'était quand même quelque chose plus associé au haut niveau, normalement. Hem, excuse, j'ai oublié ta question. Je disais que c'est qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller plutôt vers du long, vers du Ouais, marathon et OK. pas sur d'autres distances? Ouais, ouais. Donc ouais, je pense que j'avais des aptitudes un peu plus élevées et comme tu sais, il y a toujours ce truc où mine de rien, je veux être bon dans ce que je fais. Si je vois que pour être bon, il faut que j'aille sur du marathon, j'irai et par chance, c'est ce que je préfère aussi. Donc tu vois, ça s'est bien combiné. Hem, les longs intervalles, les sorties longues, beaucoup de volume, se sentir dans le flow. Puis c'est aussi un type de douleur qui est très différent. Tu sais, par exemple, la douleur du 3000 mètres ou du 5000, c'est des douleurs qui sont courtes mais intenses, alors que le marathon, c'est des douleurs qui sont longues mais pas très intenses. Et je pense qu'on est tous différents sur ce qu'on préfère en termes de douleur. Moi, clairement, le marathon, pour moi, ça fait pas très mal en fait, parce qu'au final, c'est les 30 dernières minutes qui font mal. Je trouve que ça fait beaucoup plus mal un 3000 ou un 5000. Fait que, ouais, je préfère. Puis l'entraînement marathon, c'est fun aussi parce que il faut que tu gères plein de paramètres qui n'existent pas sur les autres distances. Je pense notamment à la nutrition, à la gestion de l'allure. Pour moi, le marathon, c'est comme une coche au-dessus, même au niveau cognitif, il y a beaucoup plus de stimulation, je trouve. OK. Un mot sur la sensation de flow justement, tu viens d'en parler. Mm. Donc on peut trouver de la satisfaction dans l'entraînement. Donc par exemple, après une grosse séance de fractionné, tu peux sentir une espèce d'état de bien-être. Sur les longues distances, comme tu le dis, c'est un état qui est quand même différent, que tu peux retrouver d'ailleurs dans le travail quand tu atteins des niveaux Ouais. de concentration intense. Hem, Comment tu expliques que c'est un état qu'on peut atteindre plutôt sur du long? Et est-ce qu'il y a des manières de le provoquer consciemment, plus ou moins Mm. facilement? Je pense que si tu reviens aux théories du flow, c'est est-ce qu'il y a une bonne concordance entre la perception de tes capacités et puis ce que tu peux vraiment faire là? Euh, Je pense que le problème, entre guillemets, du 1500, du 3000, du 5000, qui sont des épreuves très maximales, où tu es proche de ta VO2 max, c'est que c'est des épreuves qui demandent absolument toute ton énergie et tu jamais vraiment en contrôle. Tu essaies d'être le plus relâché possible, mais il n'y a jamais un contrôle absolu dans ce genre d'épreuve. Et je pense que ça vient un peu de la nature de ces efforts. C'est comme, est-ce qu'on peut être dans le flow quand on fait des squats répétitions maximales et qu'on en fait 3 ou 4? Je pense pas. C'est trop court, puis c'est trop difficile et ça prend vraiment toute ton énergie. Alors que je pense que à partir du semi, du marathon, puis c'est peut-être encore plus vrai sur le long, comme c'était vraiment loin de ton maximal, je pense que physiologiquement, c'est beaucoup plus, et psychologiquement, c'est beaucoup plus facile de partir un petit peu dans un autre monde. Tu sais. Et je pense que moi, je le vois à l'entraînement, plus les séances sont dures, moins j'aime être déconcentré par de la musique, par exemple. Si je fais des 1 heure, mettons un 1 heure pace marathon, qui est une séance difficile, je vais quand même avoir une grosse partie de flow, tu vois, parce que je suis très sous maximal. Si je fais des 400, des 600, des 800, presque à bloc, j'ai
honnêtement, j'aurais pratiquement aucun flow et j'aurais juste hâte que ça s'arrête là. Fait que je pense que ça vient de la nature, un petit peu de ça. Après, on est tous différents, peut-être que mon exemple reflète pas la vérité chez tous les coureurs, mais c'est un peu ce que j'ai remarqué. OK. Mais du coup, est-ce que tu as déjà été attiré, sur du plus long par de l'ultra, par exemple, pour ces raisons-là, pour essayer d'aller plus loin dans cet état-là? Je te dirais que pour moi, le flow, c'est cool s'il y en a, mais ça serait pas un objectif ou une OK. raison, tu vois? Je suis hyper content, puis tu sais, le flow, le problème, c'est que c'est c'est un peu comme, essayer de vivre une expérience sur laquelle tu as pas vraiment le contrôle non plus. C'est qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte et moi, j'aime bien quand le flow arrive, mais que je l'avais pas nécessairement, anticipé. Même si tu peux tout faire pour mettre les conditions, tu en place. À la fin, c'est jamais toi qui décides vraiment. Tu comme la performance au final, tu peux faire le meilleur entraînement du monde, le jour de la course, c'est le jour de la course. Fait que l'ultra m'intéresse moins juste parce que j'aime courir vite, en fait. Je pense que, tu sais, je compare un petit peu, moi, le marathon, la course sur route à la Formule 1, tu sais, puis peut-être l'ultra à du rallye ou des choses comme ça qui sont totalement différentes, en fait. Mais je pense que l'entraînement ultra trail m'ennuierait un peu parce que c'est énormément de volume à basse intensité. Puis honnêtement, les jogs, c'est ce que j'aime le moins dans, dans la course à pied, dans mon entraînement. OK. Du coup, en termes d'organisation, comment est-ce que tu organises un petit peu ton année? Et à plus petite échelle, comment tu construis tes cycles? Du coup, j'ai un coach qui s'appelle Reed Coolset, avec qui je travaille depuis maintenant 6 mois. J'ai changé récemment. Avant, j'étais avec Doris. J'étais pendant 3 ans avec Doris, puis ça marchait bien. Mais j'avais juste envie de changer, puis de passer à un autre niveau aussi. Comment on organise? En général, ce qu'on fait, c'est que on discute des courses qu'on veut faire. Alors pour moi, c'est assez simple parce que je fais genre 2 courses par an importantes, puis c'est tout. Le reste des courses que je fais, j'en fais pas beaucoup déjà, puis c'est plus en mode entraînement. Tu sais, genre je vais faire un semi-pace marathon, des trucs comme ça. Donc en général, moi, ça va être un marathon en avril ou en mai et un autre marathon à la fin de l'année. Comme ça me fait 2 gros cycles et ça me fait 2 chances de faire, de progresser, de prendre de l'expérience, de faire un meilleur chrono et le reste, on l'organise en fonction des objectifs. Donc, tu vois, on y va vraiment en partant de la fin et en remontant petit à petit et voir, OK, il nous reste combien de temps et ça nous permet de savoir quand on fait quoi. OK. Cette année, du coup, tu sais déjà quelles seront les 2 échéances? Normalement, je vais faire Copenhague, mais c'est pas encore validé à 100%, mais normalement, c'est bon. J'attends juste leur réponse définitive. Fait que ça doit être 5 mai, je pense. Et sinon, je vais faire Valencia une fois de plus. Bon, ça va être ma quatrième fois. C'est une course, honnêtement, elle est juste parfaite. J'aime la ville, j'aime l'Espagne. Fait que je continue. Peut-être à un moment, je vais me lasser, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Fait que tu vois, pour l'instant, j'ai 2 marathons, mais je pense qu'à partir de l'année prochaine, je vais avoir besoin de faire un break. Pas sur le marathon à 100%, mais je pense que je vais avoir besoin de faire une saison où je retrouve des records qui font du sens sur 10 kilomètres, sur semi, parce qu'aujourd'hui, ces records-là, ils sont pas du tout à jour. Puis je t'avoue que je suis pas super fier de les avoir à côté de mon marathon. Fait que j'aimerais bien changer ça, ouais. OK, d'accord. Juste un mot peut-être sur la PPG. Donc si je dis pas de bêtises, tu as souvent un peu boudé, tout ce qui était entraînement musculation. Je t'ai souvent entendu dire que, admettons, si tu peux consacrer, par exemple, 10 entraînements par semaine à ta pratique du sport, ce sera toujours plus bénéfique pour ta progression de faire 10 séances de course à pied que 9 séances course à pied et une séance muscu. Hem, Ouais, il me semble qu'aujourd'hui, tu as un petit peu intégré de la PPG à ton entraînement. ouais. Du coup, est-ce que tu peux m'expliquer un peu quelle est ta réflexion par rapport à ça et comment tu as évolué, Bah, sur la honnêtement, question? la muscu, c'est pas que je n'y crois pas. J'ai toujours dit que je pense que ça avait un intérêt, mais j'ai toujours dit aussi que je pense que c'était une erreur de remplacer la muscu par des kilomètres. Fait que pour moi, la muscu, comme je le vois, et dans un monde idéal, ça a toujours été une brique qu'il fallait rajouter et pas remplacer. On sait qu'il y a des études qui montrent, plusieurs études, qu'on peut avoir des gains de performance grâce à la musculation autour de 1,5%, ce qui est quand même pas mal. C'est à peu près équivalent aux chaussures carbone. Le problème, c'est que la muscu, je pense que pour bien la faire, c'est beaucoup plus dur que pour bien faire la course. Tu vois, si par exemple un athlète veut en faire plus, ça va être facile. Je vais lui dire, OK, on va rajouter 10, 15, 20 minutes sur plusieurs jogs par semaine, puis ça va te faire 10, 15 km de plus par semaine, puis sur un an, c'est énorme. Et là, on est sûr qu'il va y avoir un stress de plus et un bénéfice au niveau de la performance. Quand tu rajoutes de la muscu, t'es pas du tout assuré d'avoir une augmentation de la performance. Des fois, ça peut même être l'inverse et des fois, tu peux te blesser en muscu. Tu sais, on parle souvent que la muscu, ça prévient les blessures, mais il y a beaucoup de gens qui se blessent en muscu aussi. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est
un sport en tant que tel, la musculation, c'est compliqué et je pense que si tu veux faire de la muscu, puis moi, c'était ma réflexion, il faut que tu sois accompagné d'un coach de muscu et ça commence à faire une équipe là autour de toi. Je pense pas que faire 10 minutes de gainage, genre de temps en temps, ou faire deux trois squats poids du corps, ça a une grosse incidence sur la performance, à part si ça permet à quelqu'un de prévenir les blessures, là, 100%. Mais si c'est quelqu'un qui se blesse pas, honnêtement, je pense pas que ça fera une grosse différence. Je pense que vraiment pour avoir des gains en muscu, il faut un programme solide, il faut faire au moins 2 séances par semaine, il faut lever de la charge, puis il faut un plan qui soit périodisé. Là, déjà, il y a pas grand monde qui est capable de faire ça, en course à pied. Fait que j'attendais de trouver les bonnes personnes et là, j'ai trouvé, quelqu'un de très bien qui s'appelle Charles Castonguay qui a beaucoup d'expérience, qu'il a fait le programme de muscu de nombreux Olympiens au Québec. Et là, tu vois tout de suite, tu comprends tout de suite pourquoi en fait ça fait du sens son programme. Tout est périodisé, tout est super précis. Bah, tu sais, comme un coach en course à pied là, qui ferait un bon plan. Et depuis que j'ai commencé ça, j'avoue que j'ai l'impression de sentir des gains et surtout ça change et j'aime. C'est juste beaucoup de temps en fait. Et ça, c'est pas, je te dirais que c'est pas évident d'avoir la vie pour faire le muscu plus les kilomètres. Mais ouais, je suis un peu rendu là en ce moment. OK. Et du coup, est-ce que tu penses qu'il y a des disciplines pour lesquelles, ou soit des distances plus courtes, soit par exemple en trail où ça serait, où le bénéfice serait plus évident que sur marathon ou pas forcément? Bah, moi, je pense que plus tu vas sur du court, plus c'est important en fait, parce que plus le facteur puissance va venir jouer dans l'équation. Mettons, on prend l'exemple extrême, le sprint. Je pense que tu n'auras pas un sprinter sur la ligne de départ des Olympiques qui ne sera pas en salle 2, 3, 4 fois par semaine. Donc déjà là, tu vois que quand tu as besoin de développer beaucoup de force et beaucoup de puissance, tu as besoin de la muscu en plus de la course. Quand tu vas sur le 1500, 3000, je pense que on est encore dans une logique quand même de puissance, même si c'est quand même la course de fond. Donc je pense que ces coureurs-là, ils en ont besoin aussi beaucoup. Et au fur et à mesure que tu montes sur le long, plus je pense c'est optionnel, entre guillemets. La preuve étant qu'il y a des gens qui se rendent aux Olympiques sur marathon qui font pas de muscu. Donc c'est la preuve que c'est un levier, c'est un outil, mais il n'est pas indispensable, même si je pense qu'il est de plus en plus important, notamment pour faire beaucoup de kilomètres. Mais si tu regardes au Kenya, par exemple, les Kenyans, c'est pas vraiment dans leur culture de faire de la muscu. Alors, ils s'y mettent progressivement. Mais tu sais, quand j'étais au Kenya, je parlais avec Julien, là, le créateur de Renix, puis il me disait que quand il croisait Kipchoge et toute sa troupe à la salle de muscu, il avait l'impression qu'ils faisaient un peu n'importe quoi. Tu vois, ils changeaient de machine, ils avaient pas une super posture. Tu vois, c'est pas du tout dans leur culture. Et pourtant, ça reste que c'est parmi les meilleurs coureurs du monde, les Kenyans. Donc, je pense que si tu sais, en fait, mon conseil, ce serait, si tu sais pas quoi faire, si tu sais pas comment le faire, fais juste du poids du corps, puis des trucs faciles. Mais si tu veux vraiment faire sérieusement, prends-toi un coach de muscu, mais qui connaît la course à pied. Et ça, c'est rare, en fait. C'est ça aussi qui est difficile. C'est parce que ça m'est déjà arrivé de travailler avec quelqu'un qui connaît très bien la muscu, mais qui a aucune idée de c'est quoi la course à pied. Puis lui, il me mettait des programmes qui n'étaient pas pertinents par rapport, en fait, à ma charge. Moi, je courais 130, 140 par semaine. Puis lui, il me mettait des séances de muscu de 1 heure et demie, super dures, avec de la pliométrie, du contraste et tout. Enfin bref, tu sais, des trucs qui tuent tes muscles, là. Puis au bout de 2, 3 mois, j'étais cuit musculairement. OK, Et tu vois, ça m'est arrivé de me blesser avec de la muscu. OK. Et du coup, aujourd'hui, dans ton cas, est-ce que tu as identifié quel serait le facteur limitant pour te permettre Hmm. de progresser encore sur marathon? Ouais, c'est une bonne question. C'est une question que il faut se poser. En fait, c'est la question qui compte le plus à mes yeux. C'est qu'est-ce qui me limite et qu'est-ce que je peux faire. Moi, je suis un petit peu. Je pense que ma plus grande peur en course, c'est la stagnation. Je pense que c'est un de mes plus grands moteurs, en fait, d'anticiper la stagnation et de tout faire pour que ça n'arrive pas ou que ça arrive le plus loin possible. Ça veut dire que chaque saison, il faut que j'inclue un nouveau stress ou que je fasse quelque chose de mieux. Mais tu sais, améliorer sa récupération, c'est bien, mais c'est pas ça qui va te faire courir plus vite. Tu vois, à moins que tu aies des problèmes de récupération avant. Fait qu'il faut OK. changer quelque chose dans l'entraînement. Ou des fois, juste l'accumulation, ça suffit, mais à mon niveau, pas toujours. Fait qu'un des facteurs limitants, je pense que pour moi, ça va pas être un facteur, ça va être gagner 1% sur tous les facteurs, en fait. Je pense qu'à mon niveau, c'est le plus simple parce qu'il y a plus de, il y a plus de domaines dans lesquels je suis nul, tu vois, ça existe plus. C'est pas comme si, ah, je fais aucun volume, ou ah, je fais aucune qualité, ou tu sais, tu peux plus trouver ça à mon niveau. Mais il y a encore des grosses pistes d'amélioration, notamment l'altitude. J'ai commencé l'altitude en 2023. J'ai fait 2 camps au Kenya de 34-35 jours. Et ça, j'ai remarqué que c'était quelque chose auquel je répondais très bien.
Fait qu'en 2024, mon but, ça va être de non seulement continuer l'altitude, mais genre augmenter la durée en altitude. Au lieu de rester par exemple 5 semaines, je pourrais essayer de doubler cette durée ou tu vois, de la multiplier ouais, presque par deux. Donc ça, c'est une grosse piste. Sinon, je pense que la muscu, elle va encore payer pendant quelques années parce que j'ai commencé tard. Donc ça, je pense que ça va m'aider. Et le fait d'avoir travaillé aussi avec un nouveau coach, d'avoir un plan un peu plus, je dirais plus difficile, mais plus ajusté. Tu sais, c'est toujours des allures très précises. Si je dois faire 15 minutes à 3,04, c'est 3,04, 3,05, alors qu'avant, c'était entre 3,05 et 3,20, puis je me débrouillais avec ça. Donc là, aujourd'hui, chaque séance, tu sens que chaque séance est dure, mais chaque séance me fait progresser. Fait que tu vois, je sens encore que j'ai une grosse marge de progression. Est-ce qu'un jour je vais courir 2,5 ou 2,6? J'en ai aucune idée. Est-ce que je vais courir sous les 2,10? J'espère. Mais j'en sais rien et c'est ça qui me plaît en fait, c'est que j'en sache rien. Ok. Il y a un point rapide que j'aimerais aborder, c'est ton expérience avec le tabac. Parce que j'en entends pas Mhm. énormément parler au sein des coureurs. Mm. Donc j'ai entendu dire qu'il y a eu une période où tu étais Ouais, je un gros fumais, ouais. fumeur. Donc concrètement, est-ce que ce passé-là a eu des conséquences irréversibles sur tes performances pour le reste de ta vie? Moi, je pense pas. Honnêtement, je peux Ok. pas te dire si oui ou non parce que j'ai pas de preuves, mais je pense pas. Je pense qu'avec tous les kilomètres, donc j'ai couru un peu plus de 40 000 kilomètres depuis que j'ai commencé, je pense que depuis, mais alors, je sais plus la biologie du poumon, mais au niveau de la régénération des cellules, il me semble que c'est plusieurs mois. Je veux pas dire de bêtises, il faudrait fact-checker ça, puis il faut pas me citer là-dessus, mais il me semble que c'est plusieurs mois avant que les poumons se régénèrent. Puis je pense que quand tu as fumé comme j'ai fumé, ça peut prendre 2 3 ans avant de reset complètement les risques qui sont liés au tabac. Moi, je pense que je les ai reset, les risques. J'ai du mal à me dire, ah, ouais, si j'avais pas fumé, je ferais déjà 2,10. Honnêtement, j'y crois pas. Je pense que le corps pardonne à cet âge-là quand même. Je pense que j'ai commencé au bon âge. 23 24 ans, mine de rien, c'est quand même jeune. Et oui, je fumais beaucoup, mais j'ai pas non plus fumé 20 ans de paquets par jour, tu vois. J'ai fumé 5, 6, 7 ans peut-être. Peut-être un paquet par jour, mais c'était quand même irrégulier. Puis j'ai arrêté à la fin. Fait que, est-ce que je le regrette? Non, pas spécialement. Parce qu'au final, ça a fait partie aussi de ma vie, de qui je suis. Donc, j'ai eu de Ok. la chance de pouvoir commencer le sport, on va dire. Ouais, c'est intéressant parce que moi aussi j'ai longtemps fumé et j'ai toujours Ouais. un peu cette culpabilité-là de me dire ah mince, mais si j'avais jamais fumé, peut-être que j'aurais tel ou tel niveau. Donc c'est intéressant, enfin c'est encourageant de voir Oui, que toi mais je t'as un pense regard un peu que différent là-dessus, mais ouais, je pense que tu peux pas perdre ton temps avec les si j'avais fait c'est parce qu'en vrai. fait, si tu commences à faire ça, tu te rends compte que ta vie aurait pu être totalement différente parce que tous les jours, tu fais une centaine de choix, tu multiplies ça par le nombre de jours que tu es sur Terre et ta vie aurait pu être une infinité de possibilités. Il y a des choix qu'on aurait aimé faire différemment, mais je pense que le seul intérêt de se plonger dans le passé, c'est de pas reproduire ces erreurs. Une fois que tu fais ça, ça c'est vraiment utile, je pense, le passé pour dire: «OK, j'ai foiré là, mais dans le futur, je vais essayer de moins foirer». Pour tout ce qui est genre rumination, en psychologie, on sait que la rumination, c'est quelque chose de 100% négatif. Ça n'a aucun intérêt. Ok. Bah, ça me fait une très bonne transition justement pour le sujet suivant. Donc tu nous as dit que tu faisais un doctorat en psychologie. Ouais. De manière globale, qu'est-ce que tes connaissances en psychologie t'apportent dans ta pratique de la course à pied? Quoi les points principaux? Honnêtement, c'est compliqué de répondre à cette question parce que je pense que je me rends plus compte non plus de ce que mes connaissances impliquent dans mon cheminement. Il y a beaucoup de théories en psychologie que moi j'adore, mais je pense qu'une des choses importantes, c'est de me rendre compte à quel point de comprendre d'où vient la motivation. Moi, je suis dans un labo et dans un courant de recherche où on est quand même très focus sur la motivation, d'où ça vient. Et pour le faire rapidement, là, il y a 3 ingrédients pour aujourd'hui créer de la motivation. C'est le modèle le plus populaire, puis il marche super bien. C'est le besoin d'autonomie, donc c'est-à-dire avoir l'impression qu'on est à l'origine de ses choix. C'est le besoin de compétence, donc ça c'est assez simple à comprendre, se sentir compétent dans ce qu'on fait, se sentir en progression aussi. Et il y a le besoin d'appartenance qui est se sentir connecté aux autres humains, sentir que en retour les autres humains connectent aussi à nous-mêmes. Fait que quand tu comprends que ces 3 besoins-là ils créent de la motivation, tu peux un petit peu aiguiller tes choix dans ta vie pour vraiment te sentir bah, motivé dans ton sport. Parce que moi je pense que la clé là pour être bon en course à pied, c'est pas une question nécessairement de talent. Du talent, plein de gens en ont beaucoup.
C'est se dire pendant 10-15 ans, je vais m'entraîner tous les jours, voire 2 fois par jour et je vais donner mon meilleur. C'est ça qui est ultra dur parce que tout le monde peut s'entraîner une saison, tout le monde peut s'entraîner, on va dire, ou presque tout le monde peut s'entraîner 1 an, mais se dire que ça va être comme ça pendant 10-15 ans, c'est ça le plus dur, en fait. Et pour ça, il faut avoir une motivation solide et une motivation, c'est pas une fois que tu l'as, c'est bon, c'est tous les jours, c'est comme, tu sais, il faut arroser sa plante un peu. Là, c'est la même chose. Donc il faut être capable de se donner de la fierté, donc pas être trop dur avec soi-même, même s'il faut aussi être très exigeant avec soi-même, donc c'est hyper dur de trouver le bon dosage. Il faut trouver une façon de rendre l'expérience de course à pied sociale, c'est-à-dire, à la fin, tu sais, au début, tu cours pour la perf et tout, puis à la fin, tu y vas pour les potes presque. Et ça, c'est vrai. Moi, les jogs, j'essaie le plus possible de les faire avec des amis parce qu'en fait, tu gagnes un truc de plus que la course. Tu y vas aussi pour discuter, avoir du fun, parler de ta journée, etc. Et l'autonomie, je trouve que c'est le besoin le plus dur à satisfaire en course à pied, en tout cas pour mon niveau, parce que au bout d'un moment, je me dis que j'ai plus le choix. Je me dis: «Je dois aller courir». D'ailleurs, la plupart des gens utilisent cette expression: «Je dois aller courir», ce qui est super intéressant parce que ça se voit qu'on s'impose quelque chose qui est difficile et c'est pour ça que j'aime bien insister sur le fait que la course à pied, c'est pas un sport fun par excellence. Il y a des choses fun dans la vie, genre pour moi jouer aux jeux vidéo, regarder un film, faire par exemple un match de foot ou ce genre de trucs. Ça, c'est j'y vais parce que ça me fait plaisir et j'ai pas de récompense à la fin. Le sport est la récompense. Alors qu'en course à pied, pour moi, c'est un sport de l'accomplissement. Ça veut dire que c'est pas la course qui est la récompense, c'est la récompense qui est la récompense, c'est-à-dire le chrono, la progression, mettre sur Strava, etc. Et ce qui est une bonne chose, et c'est pour ça que Strava cartonne autant. Strava cartonnerait jamais pour un sport full plaisir comme le soccer, parce que c'est déjà une récompense. Mais si ça marche sur la course à pied, c'est que c'est un sport qui est tellement difficile pour tout le monde, hein, autant pour les débutants que les pros, qu'il faut avoir des récompenses. Et mettre une activité sur Strava, c'est dire au monde, voilà ce que j'ai fait, et je peux être fier de moi. Du coup, c'est une validation sociale de, oui, je suis fier de moi, avec notamment les kudos, qui marchent super bien. Et il y a des études intéressantes qui montrent que les gens qui reçoivent plus de kudos sont plus motivés intrinsèquement aussi. Donc c'est un peu exactement enfin, c'est un peu l'inverse de ce que tu vas entendre dans le langage courant des gens qui disent que c'est toxique, que Strava c'est une mauvaise appli, que ça crée de la motivation extrinsèque tout le temps. Ça peut, mais globalement c'est plutôt une bonne chose en fait, parce que l'être humain c'est une espèce sociale. Et si demain tout le monde arrête la course à pied, je suis pas convaincu que on continue la course à pied là, parce qu'on est dans une culture justement de ce sport-là. Fait que moi, je te dirais que mes études en psycho, elles m'aident à comprendre tout ça, puis elles m'aident à être plus transparente avec moi-même sur mes réelles motivations aussi. Tu vas dire que ma motivation, c'est de la performance, c'est pas une mauvaise chose, mais beaucoup de gens vont essayer de passer un petit peu comme ça sur les chemins, disent non, moi je cours juste pour le plaisir, puis après tu vas voir que les mêmes personnes, quand la course va commencer, elles vont être full compétitives, mais comme elles vont pas assumer cette part de leur identité, elles vont jamais vraiment être équilibrées dans leur personnalité. Je pense que c'est important d'être franc avec soi-même et de jamais avoir honte de ses motivations, même si certaines personnes diraient que c'est pas des motivations saines, tu vois. Ok. Est-ce que, justement, comment dire, à partir d'un certain moment, si ça fait, mettons 10 ans que tu pratiques la course à pied, est-ce qu'on peut réellement parler encore de motivation? Ou à quel point ça découle d'une habitude et du fait, enfin, Ouais. quand tu dis, «Je dois y aller», par exemple, est-ce qu'il y Mmh. a vraiment, besoin d'avoir encore une source de motivation à ce moment-là? Ou est-ce que c'est tellement automatique qu'on se pose plus vraiment la question, en fait? En fait, je pense que, ouais, l'habitude et le fait que tout soit aussi bien organisé, que tu saches exactement, où aller, quand aller et tout, je pense que ça réduit la part de motivation nécessaire pour y aller. Je pense quand même que la motivation, selon comment on la définit là, mais c'est la motivation, c'est juste se mettre en action. Donc, c'est l'action d'aller faire ce qu'on veut aller faire. Je pense que ça, quand le contexte est difficile, tu en as quand même besoin. Un contexte difficile, ça peut être quand tu te sens plus fatigué que d'habitude, tu as moins envie d'y aller. C'est très physiologique aussi la motivation. Les gens pensent que c'est toujours mental, mais quand un athlète a plus envie d'aller s'entraîner pendant plusieurs jours et qu'il doit se forcer, souvent c'est qu'il y a trop de fatigue slash capacité de récupération qui sont diminuées. Donc souvent, c'est des gens qui ont une charge de stress dans leur vie à côté, que ça peut être dans leur famille, ça peut être dans leur boulot, et tout ça vient s'accumuler, et ça fait que la course à pied devient juste ça devient juste trop en fait, ça fait déborder le vase. Euh, Fait que je te dirais que oui, quand même, motivation est importante, mais les habitudes, pour moi, c'est la clé en fait, pour ne plus avoir besoin de trop de motivation. Genre savoir exactement où tu cours, quand tu cours, avec qui tu cours, ce que tu fais. On dirait que ton cerveau, il a déjà économisé énormément d'énergie.
Puis je sais pas si toi tu as remarqué ça, mais personnellement, moi, le plus dur, quand je dois aller faire 32 kilomètres dans 1 heure sur tapis. Le plus dur, c'est de me dire: «Faut que j'aille sur le tapis et que je commence». C'est presque l'anticipation, le truc qui n'existe pas, mais que ton cerveau se fait de tout ce 32 kilomètres. Une fois que tu es sur le tapis et que tu as commencé, honnêtement, je trouve déjà que j'ai presque fini, hein. Même si ça peut paraître absurde, j'ai pas commencé, mais je trouve déjà que c'est presque fini, en fait, parce que tout ce délai-là, est terminé et quand j'en parle aussi avec ma copine qui court, elle est plutôt de l'avis inverse où elle dit: «Ah, le plus dur, c'est de courir», mais je pense que c'est parce qu'on a des niveaux différents, justement. Mais moi, le plus dur, c'est toujours l'anticipation, personnellement. OK. Oui, puis je trouve que c'est aussi intéressant d'anticiper enfin, de se dire, par exemple, si je n'y vais pas, comment je vais me sentir après? Mmh. Ou comment je vais me Ouais. sentir, et enfin, de ce fait de tu au final le plaisir que tu auras à la fin de ton entraînement et ça peut aussi jouer, Ouais, à ce puis la niveau-là, je pense, quoi et fierté, la fierté, puis ouais. tu sais, le Mmh. dimanche, tu finis ta semaine, tu sais à combien tu vas finir, puis honnêtement, il y a toujours ce truc de fierté. Moi, depuis que je cours, chaque dimanche, je suis content de me dire: «Yes, je finis à, X kilomètres et tout», ouais, je trouve ça cool. Je pense que c'est hyper important de segmenter, en fait, quand on fait de la course à pied. Autant dans notre vie que dans les courses, le cerveau n'aime pas trop, les longues tâches, puis les choses qui ont l'air solides. Par contre, la même chose quand tu vas le diviser en tu sais, un marathon, si tu le divises en 4 fois 10, c'est pas égal à 42 pour ton cerveau. Ça, c'est un truc que j'ai compris assez vite en course et qui m'a sauvé beaucoup d'énergie, je pense, de diviser un peu tout, là. Ouais, je suis d'accord, c'est ouais, très bon point. Maintenant sur, une journée en particulier, donc on va dire sur un entraînement ou sur une course en particulier, à quel point le mental et tes croyances à ce moment-là peuvent influer sur la performance? Honnêtement, c'est j'ai déjà eu ce débat avec des coureurs sur le mental, puis il y a des moments de ma vie où j'ai dit que je trouvais que le mental était un peu surestimé, au sens où un bon mental ne va pas rattraper une forme, tu sais, du fitness. Genre, je pense, tu peux avoir le mental que tu veux, si tu es pas prêt pour un marathon, tu es pas prêt pour un marathon, en fait, ça change rien. Par contre, je pense que le mental, il est super important comme catalyseur de la performance. C'est pas parce que certaines personnes sont très en forme, puis je l'ai vu avec certains athlètes que je coach, qui vont nécessairement faire une bonne course. Parce que des fois, on a des attentes un peu irréalistes, tu vois? On a genre une super forme, on se dit: «Je vais rouler sur la course, ça va être facile». Mais la course, c'est jamais facile, même quand tu es en forme, honnêtement. Il faut toujours avoir une anticipation quand même de souffrance et de difficulté, même si ça se peut que certaines courses, c'est m'est déjà arrivé, tu roules dessus, mais honnêtement, c'est même pas une par an, c'est peut-être une tous les 3 ans. Et je sais pas trop d'où ça vient. Des fois, c'est juste tout qui doit s'aligner. Mais là, même mon marathon en 2:15 où j'étais très en forme, honnêtement, je pourrais pas dire que j'ai roulé sur la course parce que ça a été difficile et j'ai vraiment dû me battre, pour les derniers kilomètres. Fait que, je te dirais que le mental, c'est très individuel et je pense que dans les plus gros concepts qui sont les plus importants, c'est la confiance. La confiance en ses capacités le jour de la course. Et c'est le je donnais un exemple l'autre fois à un ami avec qui je joguais parce qu'il me posait cette question: «Tu en penses quoi du mental?» machin truc et je lui disais: «Imagine, tu as le droit à 2 fois la même course. Mettons, là, tu fais la course, tu vises par exemple 32 minutes. Tu fais 31,59. La semaine d'après, tu as le droit de faire exactement la même course. OK? La seule différence, c'est que tu sais que tu peux le faire, vu que tu l'as fait la semaine d'avant. Mais c'est toutes les mêmes conditions là. À son avis, ça va être quoi ton état mental, sachant que tu es sûr que tu peux le faire, tu as la preuve. Mais en fait, ça va tout changer. En sachant que tu peux le faire, tu vas partir super confiant, tu sais que ça va être dur, mais tu vas le faire et peut-être que tu vas faire mieux. Fait que pour moi, c'est ce truc-là de se convaincre que tu l'as déjà fait alors que tu l'as pas fait. Tu vois, moi, quand je cours mon 2h15, je me dis pas: «Oh, j'espère vraiment que je peux le faire 2h15, j'espère vraiment machin, que truc». C'est non, je sais que je le fais là. Puis c'est pas grave de se mentir, tu sais, parce qu'au final, tu as aucune preuve, mais genre je sais que je l'ai dans les jambes, je sais. Peu importe et si c'est dur, c'est pas une preuve que je l'ai pas, c'est juste un défi qu'il faut relever. Et je pense que beaucoup de gens, quand ça devient dur, se disent, «OK, peut-être que je l'ai pas». Ils commencent à douter et quand tu commences à partir dans cette brèche, c'est que tu as perdu déjà, en fait. Fait que, ouais, confi et on pourrait parler des heures de comment avoir confiance en soi et pourquoi certaines personnes doutent plus d'eux et cetera et cetera. Énormément d'éducation pour moi déjà là-dedans, puis, de travail sur soi, parce que si tu attends que les autres croient en toi, des fois tu peux attendre très longtemps. Des fois, il vaut mieux, croire en soi tout seul et se forger un caractère, en fait. Ça peut être le choix. C'est pour ça que les meilleurs athlètes, les gens les voient un peu comme arrogants et moi, je pense des fois les gens confondent arrogance et confiance en soi. Par exemple, tu prends un Jimmy Gressier qui va annoncer son chrono, qui dit: «Ah, aujourd'hui, je fais le record d'Europe». Bah, tu as plein de gens qui va dire: «Oh, il respecte pas ses adversaires, machin», alors que ça a rien à voir, en fait.
le mec est juste confiant et ça l'aide en fait. Tu sais, c'est un peu fake it until you make it là, ça l'aide de se projeter et de dire: «Je l'ai fait». Parce qu'une fois que le cerveau est persuadé, il peut faire des trucs incroyables, mais ça prend de le persuader. Justement, à ce sujet-là, du coup, si on fait une expérience de pensée. Donc toi, ton marathon, tu nous as dit le dernier, tu l'as fait en 2h15. Ça correspond à quelle allure? 3:11, 3:12 à peu près. 3:11, 3:12. Donc c'était une allure que tu ciblais déjà avant la course. Ouais, ouais, c'est ça. Donc si par exemple, juste avant le départ, on truquait ta montre, admettons, et Mmh. qu'elle t'affichait 5 secondes de plus que la réalité. Donc Ouais. admettons, tu penses courir à 3:11, alors qu'en réalité, tu cours à 3:06, par exemple. Ah OK, Sur dans un ce marathon, sens-là. c'est énorme, tu vois? Ça doit faire 3 Ouais, 3 3 minutes 30 sur un marathon. heu, Qu'est-ce qui se passerait en fait si tu faisais ça? Est-ce que tu exploserais mécaniquement avant la fin? Ou est-ce qu'il y a quand même une petite chance pour que, qu'on arrive à tromper ton mmh, cerveau et que tu fasses, je pense que l'expérience pourrait marcher si c'était pas une différence aussi importante parce que physiologiquement parlant, pour moi, être à 3:06, je suis à peu près très proche de mon seuil anaérobie et autant tu peux vraiment, être fort mentalement, autant je pense que j'aurais trop de casse musculaire et trop de lactate dans les muscles pour pouvoir faire 42. Par contre, je pense que si on reproduisait l'expérience avec 2-3 secondes d'écart, ça pourrait aussi avoir l'effet inverse de me faire douter, tu sais? De me dire: «Attends, normalement, c'est une allure vraiment facile». Si tu vois que tu es un peu en difficulté le premier 15 ou le premier semi, c'est pas bon signe pour le deuxième. Fait que, honnêtement, je sais pas comment je réagirais, mais je pense que ça me déstabiliserait un peu parce que comme c'est des allures que j'aurais pratiquées à l'entraînement, de voir que c'est plus la même chose alors que je suis censé être encore mieux le jour de la course, ça pourrait me déstabiliser honnêtement, je pense. OK. Du coup, Peut-être enfin, j'enlèverais ma montre. j'imagine que c'est j'imagine que c'est difficile à reproduire dans la réalité ce genre d'expérience. Je suis pas sûre que Mais ça ait c'est déjà été fait, intéressant, hein. mais Honnêtement, c'est super intéressant et ça pourrait être des études, tu sais, moi, j'ai déjà vu des gens là, tu prends Julien Vanders quand il fait son 27 minutes 13 record d'Europe, il a pas de montre. Tu prends un coureur canadien qui s'appelle Trevor Bauer qui a fait 2:09, c'est une des meilleures performances canadiennes de tous les temps. Je me souviens, c'était en 2019, je crois. Il fait standard olympique en même temps. Il court sans montre aussi. Genre, après, faut faire attention parce que quand on dit sans montre, dans les grosses courses, il y a quand même des chronos tous les X kilomètres là. Fait qu'au final, tu sais ce que tu fais, mais ça veut dire que pendant plusieurs kilomètres d'affilée, t'es dans l'inconnu, entre guillemets, t'es dans le flou, mais tu donnes juste le meilleur de toi. Mais moi, j'y crois à ça quand même. Tu vois, je pense que mon 2h15-20, honnêtement, cette année, enfin 2023, il est super sur le papier, mais je pense honnêtement, j'étais un peu trop conservateur, justement parce que et je regrette pas, c'est que le problème du marathon, c'est que si tu prends des risques, tu peux gagner gros, mais tu peux perdre aussi 6 mois d'entraînement. Et honnêtement, quand je vois ce que ça me prend à l'entraînement, en termes financiers, mais aussi en termes émotionnels, je pense que ça me ferait trop mal au cœur de tout perdre pour gagner 20 secondes ou 30 secondes. Donc je préfère avoir une progression peut-être plus lente, plus linéaire sur marathon, mais valider des étapes, qu'être un peu trop greedy et, euh, et repartir comme ça en arrière. OK. Une question au sujet des blessures et de l'influence de la psychologie. J'avais pas mal abordé le sujet avec Nicolas Bourron d'ailleurs, Ouais. sur le fait notamment qu'un terrain émotionnel inhabituel, que ce soit positif ou négatif d'ailleurs, peut favoriser plutôt tel ou tel, type de blessure. C'est quoi toi tes observations et ton avis par rapport à ça? Est-ce que tu as un exemple de comment Par le exemple, ça peut être, psychologique. admettons, tu as une rupture amoureuse et Ok. 2 semaines plus tard, tu vas avoir, telle blessure. Est-ce Un que événement c'est dit il peut y négatif, avoir ouais. voilà quoi, est-ce qu'il peut y avoir un lien ou Je pense qu'il peut y avoir des liens par des effets indirects. Je pense pas que la psychologie influence dire. En fait, c'est toujours en même temps des mécanismes physiologiques. Tu sais, par exemple, quand tu es stressé, bah, il y a une hormone du stress, la cortisol, que tu vas sécréter. Donc, c'est la preuve qu'il y a un lien vraiment physiologique entre le psychologique, la pensée, par exemple l'anxiété aussi. Tu peux penser un truc qui n'est pas encore arrivé, qui n'arrivera peut-être jamais, et tu peux créer un mécanisme physiologique qui fait que tu vas te sentir mal physiologiquement, ce qui est assez fou quand même quand tu penses. Euh, Est-ce que ça peut avoir une influence sur les blessures? Certainement. Je pense notamment aux personnes qui ont des épisodes dépressifs ou qui ont des personnalités très anxieuses ou qui vont avoir un trauma. Je prends une personne qui va avoir un trauma, on sait que c'est une population qui va avoir des gros problèmes de troubles du sommeil, par exemple. Alors le sommeil, c'est un des facteurs numéro un sur la performance. On sait que ça peut aussi dérégler complètement l'appétit, dans un sens comme dans l'autre, soit couper l'appétit, soit créer des phases de boulimie, ou bref,
toutes sortes de choses. Si tu prends les troubles alimentaires, c'est un autre bon exemple où le psychologique peut énormément influencer la performance et la récupération, parce qu'on va être avec des personnes qui vont avoir des déficits caloriques chroniques, donc potentiellement des anémies, des gros coups de fatigue, puis des dépressions, etc. Fait que, honnêtement, pour moi, le sport, c'est d'abord psychologique. Et parce que pourquoi je pense que c'est d'abord psychologique, c'est que je pense que le psychologique est plus un déterminant que le physiologique. Pour moi, le corps répond toujours à une impulsion du cerveau, tu vois, c'est très neuronal en fait. Mais il y a des gens qui pensent que c'est rétroactif, que du coup le physiologique aussi t'influence, puis il y a plein de théories comme ça, mais moi je pense que c'est d'abord le psychologique. C'est pour ça que mon approche de coaching, elle est d'abord sur le psychologique. Si on comprend par exemple pourquoi ce coureur-là, il s'entraîne toujours trop fort et il respecte jamais les allures, tu règles en fait tous les comportements qui sont des centaines. Mais si tu t'intéresses juste au comportement sans comprendre, que tu forces la personne à mieux faire, ça va rien changer. Donc il faut vraiment des fois passer par des périodes de discorde, de conflit, de remise en question, d'introspection. Je pense que tu ne peux pas grandir sans remous en fait. Ok. Pour terminer sur cette partie-là, de manière générale, toi, qu'est-ce que la pratique de la course à pied t'apporte dans ton quotidien, dans ta vie de tous les jours? Est-ce que tu en tires des leçons, des enseignements? Ouais, bah beaucoup de rigueur. Je pense que ça m'a beaucoup appris la discipline et la patience. Je pense que la course à pied, c'est un sport où tu dois être très patient pour avoir les résultats que tu veux. Et ça, c'est pas ma personnalité du tout de base. Moi, je veux les choses vite, puis je veux faire vite les choses. Fait que ça m'a vraiment appris ça. Je suis assez étonné d'y être arrivé parce que franchement, ma personnalité n'était pas du tout destinée à faire ça à la base. Je pense que ça apprend aussi le goût de l'effort, mais tu sais, une compréhension au-delà juste de la phrase. Je pense que vraiment avoir le goût de l'effort, c'est plus facile à dire qu'à faire. Là. Aimer, genre, être dans le pétrin, entre guillemets, comme on dirait au Québec, là. Ça, c'est difficile. Puis, honnêtement, de plus en plus, je laisse ce goût de l'effort. Genre, ah, c'est quand c'est difficile que je me sens vivant, que je me sens en progression et que, tu sais, je pense que c'est presque contre-naturel, en fait, que l'humain, il ait le goût de l'effort parce que génétiquement, on est programmé pour conserver notre énergie puis rester en vie, tu sais. Puis la course, c'est clairement l'inverse, c'est que tu dépenses beaucoup de calories. Fait que biologiquement, c'est pas logique de faire ça sans objectif de se nourrir, en fait. C'est vraiment quelque chose qui vient du lobe frontal, là. C'est c'est pas des vieux processus. Fait que je trouve ça intéressant. Ok. Tu nous as dit que tu étais aussi coach, en plus d'être athlète. Ouais, Question peut-être un peu bête. Donc, tu es toi-même coach et tu as un coach également. ouais, j'ai Pourquoi plusieurs coachs. plusieurs coachs? Ah, pardon, Euh, j'ai un coach qui me coach, c'est ce que tu voulais dire. oui, ouais. Tu as Ah, un ok, c'est pour ça. tu es toi-même Oui, oui, coach et d'accord. tu as un Ah, ok, coach. ok. Pourquoi ne Ok. pas t'auto-coacher du coup? Ben, je l'ai fait en fait, je l'ai fait. Je me suis longtemps auto-coaché, puis j'ai pas une personnalité qui me permet d'être 100% efficace parce que bah, j'ai toujours envie d'en faire plus, je suis jamais satisfait. Ça, je pense, c'est le gros défaut de ma personnalité, c'est que je suis jamais satisfait de ce que je fais ou tu sais, même dans mes vidéos, dans mes trucs. C'est vraiment un truc d'universitaire un peu, je pense, c'est qu'on a appris, c'est que c'est jamais good enough. Euh, Fait que j'ai vite compris que j'étais pas assez lucide et objectif sur ma propre préparation pour me faire mon plan. J'ai réussi à faire des bonnes perfs, honnêtement, en me coachant moi-même, mais c'est toujours tellement d'énergie, tu sais, j'ai toujours envie de retourner mon plan, de rechanger les séances, en déléguant ça à quelqu'un qui voit les choses de manière plus objective de l'extérieur, je trouve que j'ai de bien meilleurs résultats. Parce que souvent, et c'est en fait c'est le même principe que souvent tu es meilleur pour conseiller les autres que toi-même. Tu sais, quand tu vois quelqu'un est en galère, tu dis, mais non, mais c'est évident qu'il est en galère pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Tu sais, c'est super facile de faire le diagnostic. Mais quand c'est toi qui es en galère, là, c'est totalement différent. Bah, pour moi, c'est pareil en coaching. Je pense que ton coach, il te connaît au bout d'un moment, puis il sait les erreurs que tu fais, puis il te protège de ça, puis et puis moi, j'aime bien, en fait, arriver à recevoir le plan, puis faire le plan. Puis honnêtement, je suis assez bon pour switcher. Tu sais, il y a des fois des trucs que je comprends pas forcément dans le plan ou je l'aurais pas fait pareil, mais en fait, je m'en fous, tu vois. Je me dis, de toute façon, il y a 100 façons différentes d'arriver au même résultat. C'est pas une séance spéciale qu'il faut là où, tu sais, à la fin, la course à pied, c'est créer un stress suffisant pour provoquer ton corps et le faire changer, c'est tout, là. Autant psychologiquement que physiologiquement. Si je finis ma semaine et que j'ai aucune fatigue, c'est un problème. Si je finis ma semaine et que je suis trop fatigué, c'est un problème. Tu sais, il faut chaque semaine être pile dans la zone, là. Ok, c'est intéressant. Du coup, toi,
Par rapport à ton activité, comment est-ce que tu as démarré un petit peu ta carrière de coach et qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller, vers cette direction-là? Je pense que j'ai toujours aimé, un peu diagnostiquer les problèmes, tu sais? Genre, j'ai cet esprit-là où j'aime pour moi, c'est un défi, en fait. Chaque athlète, c'est un défi. Chaque athlète va avoir des problèmes. Souvent, c'est le problème de pas performer assez ou assez vite ou se blesser ou, pas être équilibré et je trouve le coach, il est là pour comprendre, donc d'abord, observer et après proposer des solutions, discuter aussi avec l'athlète parce que souvent les solutions, elles se font juste en verbalisant. Fait que moi, ce que j'aime, c'est juste ça. Puis ça s'est fait un peu par hasard. J'avais jamais pensé à être coach et tout. Puis en fait, en créant Runwise, j'ai réalisé que je donnais beaucoup de conseils sur Internet. Puis que la suite logique, c'était peut-être de commencer à accompagner des athlètes. Du coup, j'ai accompagné mes premiers athlètes, je pense, vers 2020-2021. Et progressivement, j'en ai eu plus, plus, plus. En général, je pique à 40 athlètes que je suis. En ce moment, j'en ai entre 30 et 40. J'essaye de baisser un peu parce que bah, maintenant, j'ai moins de temps aussi. Et je me rends compte que si tu veux vraiment bien coacher à la fin, ça, idéalement, moi, j'aurais 10 athlètes là, que je pourrais me concentrer à 100%, mais il faut aussi trouver un équilibre entre volume et qualité. Fait que pour l'instant, je l'ai, j'arrive à bien coacher mes athlètes. Je pense qu'une trentaine, ce serait parfait. Puis j'ai de tous les niveaux là. J'ai des débutants, vraiment débutants, des amateurs, et j'ai des gars qui courent 29 minutes aussi au 10, plus vite que moi. Fait que j'aime avoir de tout. Je pense que si j'avais que des gars rapides, ça me prendrait trop d'énergie, puis c'est pas toujours facile. Fait que je suis content d'avoir un peu de tout. OK, c'est intéressant. Du coup, la création de contenu, c'est venu avant ton activité de coaching? Ouais, la création de contenu, c'est d'abord au tout début, je faisais pas de vidéos YouTube. Je pense que j'ai commencé par écrire des articles de blog euh, et écrire des newsletters. J'ai fait ça pendant longtemps, j'aimais bien. J'écrivais des newsletters, le but c'était de me construire une liste de personnes et tout. Et après, j'ai commencé les vidéos YouTube ouais, quand même assez vite aussi, où j'ai fait ma première vidéo, je pense que c'était sur les frères Ingebretsen. Ça, c'est une de mes premières. Et ce qui a bien OK. marché d'ailleurs. C'est quoi qui t'a donné envie d'ailleurs du coup de créer la chaîne et le blog? Enfin, le blog puis la chaîne? Honnêtement, c'est un peu flou. Je pense que c'était pendant la période de Covid. J'étais seulement étudiant entre guillemets, puis je pense que je commençais à réfléchir à ce que je voulais faire après mes études et je suivais certaines personnes qui gagnaient leur vie sur internet, tu sais, comment on appelle ça? Des infopreneurs, puis qui avaient l'air de je trouvais ça cool de parce qu'en fait, moi, mon objectif, c'était de courir vite, tu vois? Dans ma trentaine et si je voulais courir vite, il fallait que j'ai un travail qui soit assez flexible et que je puisse télétravailler et travailler quand je veux en fait. Fait que j'avais déjà ça en tête, tu vois, c'était mon projet. J'ai un projet de performance, je peux pas faire un 8 à 5 là, ça marchera pas. Il y en a qui le font, mais c'est pas du tout optimal selon moi. Fait que je me suis dit, ok, t'as fait des longues études, bah autant que ça te serve. Le but de faire des longues études, c'est, je trouve, des fois de travailler moins aussi là pour gagner autant. Après, il y en a qui diront c'est travailler plus pour gagner plus. Moi, c'est plus travailler moins pour faire ta passion à côté. Je pense que c'est arrivé naturellement comme ça. Je me suis dit, je vais créer du contenu sur Internet. Et en vrai, quand tu veux créer du contenu sur Internet, il n'y a pas mille façons. Tu peux faire du Instagram. Moi, ça n'a jamais été trop mon truc, le format court. Je trouve que le format court, c'est du format impulsif que tu oublies très vite. Si tu devais me dire là, qu'est-ce que tu as regardé comme réel hier? J'ai dû en regarder peut-être 50. Je pourrais même pas dire ce que j'ai regardé. Ça ne marque pas, en fait. Fait que je suis pas un grand fan du format court. Du coup, je me suis dit, non, les trucs qui m'ont le plus marqué, moi, c'est les longues vidéos sur YouTube. C'est quand il y a des leçons, c'est quand il y a des expériences de vie, c'est tu sais, des trucs comme ça. Et en vrai, je suis content d'avoir fait ce choix-là parce que YouTube, pour moi, c'est genre la meilleure plateforme de loin par sa qualité et juste parce que il y a du cœur. Enfin, les gens mettent vraiment du temps et du cœur dans leur contenu. Fait que j'ai essayé ça. J'ai eu la chance que ça ait marché vite. Parce que YouTube, c'est un peu déprimant, honnêtement, quand tu commences, parce que tu vois les autres chaînes qui ont 100 000 abonnés, 1 million d'abonnés, toi, t'es comme 100 abonnés, tu galères à avoir chaque abonné, et tu te dis, mais je vais jamais y arriver, en fait. C'est comme quand tu commences la course et que tu galères à faire ton premier jog. Et je pense que si tu as la même philosophie que tu as en sport, et je pense que c'est là où ça m'a vraiment servi à être entrepreneur, parce que j'étais déjà pas trop mauvais en course à pied, bah, je me suis dit, ouais, mais en même temps, tu veux avoir comme ces mecs-là, mais toi, ça fait genre 6 mois que tu as commencé, eux, ça fait 10 ans qu'ils sont installés. C'est comme si tu voulais aller aux Olympiques, ta première année de course, c'est stupide là. Puis oui, c'est injuste, il y en a qui cartonnent direct sur YouTube. Mais est-ce qu'au final, ces gens-là vont avoir plus de satisfaction en cartonnant aussi vite? Je pense pas. Je pense qu'il fait du sens dans la vie, c'est quand tu galères pendant longtemps et qu'à la fin, tu as du résultat. Mais je pense que c'est vraiment le chemin, en fait. Puis je sais, c'est cliché de dire ça, parce qu'on l'entend partout, partout sur les réels qu'on oublie et tout, là. Mais, mais à la fin, c'est vrai, c'est que une fois que tu as fini, tu as gagné le jeu,
un peu déprimant parce qu'il y a plus rien derrière. Mais tant que tu es dedans, mais tu vois, c'est un peu le goût de l'effort dont je te parlais. Avant, ça me frustrait de pas avoir fini. Maintenant, je veux surtout pas avoir fini parce que fini, ça veut dire que c'est fini, là. Et tu pas envie que ça soit terminé, à moins qu'il y ait quelque chose en place derrière. Mais pour l'instant, il y a rien. OK. Globalement, quand même, je trouve que ça a plutôt bien marché assez rapidement, ta chaîne YouTube. À ton avis, Ça c'est dépend dû à ce qu'on attend. c'est Ça c'est dépend vrai, pour qui. Tu ça vois, dépend, ouais. moi, si tu me dis ça a marché, je vais te dire, bah non, je suis que 3 ou 4e youtubeur francophone sur la course à pied, tu vois. Et Ce tant que serait je suis quoi pas réussir, du coup, pour toi? bah, et c'est pour ça aujourd'hui j'ai un peu changé. Avant, je voyais que les abonnés, que les abonnés. Aujourd'hui, je me rends compte que j'ai quand même créé une communauté puis une appétence pour mes contenus. Et franchement, je me sens hyper chanceux d'avoir autant de gens qui viennent commenter. Puis, tu sais, quand je vais au Kenya, au Running Center, il y a plein de gens qui me disent, oh, je suis tes podcasts. Et en fait, tu t'en rends pas compte, c'est un métier un petit peu bâtard parce que tu fais tes contenus tout seul dans ton coin. Oui, tu vois plein de gens qui commentent, mais ça reste que c'est virtuel. Je veux dire, pour moi, les gens qui commentent, c'est pas comme quelqu'un qui vient de parler, en fait. C'est différent. Ça pourrait être un bot, hein, tu le saurais même pas, tu vois. Même si je pense pas que ça en soit. Et c'est là où je pense, je me suis plus rendu compte que, ah ouais, j'ai quand même créé. Ça va, je suis pas Squeezie, je suis pas un énorme youtubeur, mais j'ai quand même réussi à créer une communauté quand les gens pensent à Runwise, ils pensent à des valeurs directes. Ça veut dire que j'ai créé une sorte de marque aussi, et ça, c'est puissant, parce que c'est dur de créer une marque là. Quand tu penses à Runwise, tu penses à volume, tu penses à science, tu penses quand même c'est un peu plus rigoureux, tu penses à perf, tu vois, je sais à quoi les gens, le nuage un peu de mots, et ça, c'est cool, tu vois, parce que au final, c'est ma personnalité en fait. C'est moi dans mon contenu. Et ça, j'en suis vraiment fier et content. Après, oui, je suis jamais satisfait parce que j'ai toujours l'impression qu'on devrait avoir plus, faire plus et tout, mais ça, je pense que c'est un délire de quand tu es dans la trentaine, en fait, où tu es dans la performance ultime. Puis je pense que quand j'aurai dépassé ça, la quarantaine, je pense que je serai comme, oh, il faut donner plus de temps aux autres et à la communauté. Puis je pense que je vais faire toutes les étapes de la vie naturelle. Fait que, ouais. OK. Du coup, aujourd'hui, tu arrives à vivre à 100% de ton activité de coaching et de ta création de contenu? Ouais, ouais, honnêtement, je vis très bien. J'ai 250 athlètes aujourd'hui, j'ai 12 coachs, puis la demande est énorme. On n'arrive pas, en fait, on n'arrive pas à fournir du coaching à toutes les demandes. Tu vois, il y a des semaines où on va en avoir genre 40 ou 50 de demandes de coaching, ce qui est genre énorme, à la fois trop cool, et à la fois, je me dis, ah, faut que je recrute plus de coachs, faut qu'on prenne plus de gens, mais en même temps, j'ai envie de le faire bien. Fait que c'est assez difficile de trouver des bons coachs. Tu vois, j'ai fait beaucoup d'entrevues récemment. Puis peut-être sur 8 entrevues, j'ai pris 2 personnes parce que j'ai pas envie de prendre des gens si je trouve que leur façon de coacher correspond pas à la mienne. Fait que je suis assez exigeant, ouais, sur les coachs que je prends. Puis c'est pas facile aussi de trouver un business model entre guillemets où tout le monde est content. Où tu sais, moi je dois prendre une grosse partie sur le revenu de mes coachs pour faire fonctionner l'entreprise, mais j'ai aussi envie que mes coachs soient le mieux payés possible. Donc tout ça, c'est des questions d'entrepreneuriat que j'avais pas anticipé, qui sont intéressantes, mais ouais, c'est difficile de contenter tout le monde. Fait que pour répondre à la question, oui, je vis très bien. Après, j'ai investi beaucoup aussi dans la création de contenu. Ça coûte cher de faire des bonnes vidéos. Juste pour te donner un exemple, la vidéo que j'ai sortie sur mon récap de course, c'est une vidéo qui va me coûter 600 euros, tu vois, à monter quand même. Fait que les gens se rendent pas compte, c'est pour ça que j'aime bien donner des chiffres. En plus, depuis que j'habite en Amérique du Nord, j'ai beaucoup moins de mal à donner des chiffres parce que c'est la culture ici. Mais ça coûte cher de travailler avec des professionnels là. Mais ça vaut le coup. Quand tu investis, moi, c'est un conseil que je donne à tous les gens qui créent du contenu, c'est fais ce que les gens osent pas faire, en fait. Tu sais, les gens, quand ils commencent, souvent, ils veulent pas trop investir, pas trop prendre des trucs. Et moi, je trouve quand même qu'aujourd'hui, Internet est devenu tellement compétitif que si t'es pas un peu au niveau, même au niveau matériel, c'est difficile, tu vois, de concurrencer. Après, il y a pas que ça. Il y a des gens, ils ont des personnalités de ouf, et du coup, ils ont moins besoin de ça parce qu'ils compensent. Mais je pense qu'il faut pas avoir peur d'investir un petit peu parce qu'au final, souvent, c'est plus t'investis plus, t'as plus une récompense, comme en entraînement encore. Si tu fais plus de kilomètres, souvent, c'est plus risqué, mais tu risques de performer un peu mieux. Ouais, je suis d'accord avec ça. Du coup, aujourd'hui, c'est quoi le principal challenge pour toi pour continuer de développer ton entreprise? Pas s'éparpiller, je pense que c'est le plus difficile. Tu vois, là, ma conjointe Pauline, elle a quitté son travail la semaine dernière et elle commence à temps plein avec moi. Donc ça veut dire qu'on peut commencer à faire plus de trucs. Donc le challenge maintenant, ça devient coordonner les gens parce que mine de rien, Runwise, c'est peut-être une vingtaine de personnes qui sont impliquées.
Donc je prends les 12 coachs, tu as 2 monteurs, tu as un community manager, tu as Pauline, tu as un mec qui fait les chapitres sur les vidéos YouTube. Parce que tu vois, en fait, ça paraît pas, mais faire les chapitres sur une vidéo de 2h30, je peux pas le faire. C'est trop long, en fait. Donc tu vois, il y a plein de gens qui sont dans Runwise. Et je pense qu'aujourd'hui, le plus dur pour moi, c'est de agencer tout ça, en fait. Tu sais, ça devient vraiment beaucoup d'humains et donc beaucoup de relations sociales. Et tu sais, je me vois encore vraiment pas assez bon là-dedans, là, pour donner du renforcement positif. Tu sais, comme j'ai une personnalité où je veux que tout soit toujours bien fait, puis que je suis ultra exigeant, j'essaye que ça paraisse pas avec les gens qui travaillent avec moi, mais c'est très difficile. Je trouve que c'est comme la course, mais je trouve ça encore plus dur parce que la course, t'es tout seul dans ton coin, puis honnêtement, tu peux faire ta vie là. Quand tu crées une entreprise, tu sais, il y a des gens là, ils donnent beaucoup de eux-mêmes, puis toi, des fois, t'es pas content et tu dois quand même dire, ouais, c'est vraiment cool, mais ça correspond pas à ce que je veux. C'est très difficile. Puis heureusement que j'ai une formation en psychologie, je pense que sinon, je serais un très mauvais, très mauvais patron là. Mais ouais, j'essaye de m'améliorer là-dessus. C'est difficile, je trouve. Ok. Et c'est quoi qui te motive le plus dans cette aventure entrepreneuriale? C'est quoi qui te donne plus de plaisir au quotidien? Je pense que il y a un truc qui me motive, c'est d'avoir beaucoup de ressources pour faire ce que je veux faire. C'est con, hein, mais c'est pas gagner de l'argent pour gagner de l'argent, c'est que si à un moment on a assez d'argent pour, par exemple, ouvrir un laboratoire de recherche sur la course à pied, je kifferais trop, tu vois. Genre, ça ferait du sens avec ce que j'ai étudié. Mais ça prendrait vraiment beaucoup d'argent. Mais tu sais, je me dis, si un jour, là, dans 5, 6, 7 ans, j'adorerais avoir un local avec un tapis et plein de matériel psychophysiologique, recruter peut-être des gens qui font leur thèse, tu vois, ou leur mémoire, leur maîtrise, et faire des études là-dessus, tu vois. On pourrait tester l'économie de course de certaines chaussures, on pourrait tester l'économie de course en fonction de certaines pensées, ou tu sais, il y a tellement de recherches à faire en course à pied, tu sais, honnêtement, il y a pas grand-chose, et des recherches de qualité, que ça, ce serait un truc que j'adorerais faire, parce que je suis authentiquement intéressé par comprendre pourquoi, en fait, l'être humain, il progresse sur le plan de la course à pied, autant psychologiquement que physiologiquement. Fait que ça, ce serait un petit peu tu sais, un rêve. Puis ouais, quand tu as plein de ressources, tu peux faire plein de projets qui sont cool, en fait. Fait que c'est pour ça aussi que j'ai envie de faire grossir mon entreprise. C'est parce que je sais que ça va me créer des opportunités. Et j'adore aussi me dire que je crée une entreprise qui va avoir beaucoup de réussite au niveau du coaching, par exemple. Tu sais, le but, c'est de se rapprocher du 100% de record personnel, mais c'est pas que le record, mais aussi que les gens se sentent bien dans leur vie et leur entraînement. Donc, proposer de plus en plus de services annexes, tu vois. Là, j'ai engagé un préparateur physique qui fait des plans de muscu pour ceux qui veulent. À terme, j'aimerais bien avoir un nutritionniste slash psychologue pour ceux qui ont besoin de ces services. Ça crée vraiment tout un écosystème, en fait, pour accompagner les coureurs amateurs comme s'ils étaient professionnels. C'est un peu mon but, que les gens se sentent autant pris au sérieux que quelqu'un qui a des projets sportifs de haut niveau. Ok, c'est intéressant. Sur du plus court terme, on va dire, tu as pour projet d'organiser un stage au Kenya en 2025. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus? Qu'est-ce qui t'a motivé, pardon, à créer ce projet-là? Bah moi j'adore le Kenya, en fait, je suis allé 2 fois, puis je me suis dit, j'aime bien faire des community runs, en fait, à la base. J'en ai fait plusieurs, à Lyon, à Paris, puis c'est toujours des moments trop cool de rencontrer vraiment les gens qui regardent tes vidéos et pas juste parler, tu sais, par écrit. Et je me suis dit, pourquoi on n'essaierait pas de concilier justement ça, en fait, avoir une partie de mes athlètes et de l'audience qui viennent au Kenya pour partager quelque chose d'un peu plus long terme. Tu sais, là, on parle de 2 semaines au Kenya où je vais être vraiment dispo pour les gens, où je vais pouvoir transférer ce que je connais, mais aussi apprendre d'eux, là, de voir comment ils perçoivent les choses. Puis, tu sais, moi, ça m'aide aussi, ça me donne toujours des idées de vidéos quand je parle avec les gens aussi sur le terrain. Tu me dis, ah ouais, ok, ça, ils comprennent pas, je vais faire une vidéo là-dessus. Fait que c'est un peu ça, en fait, j'aime bien être avec les gens globalement. Euh, Passer du temps avec les gens qui regardent tes contenus, c'est quand même quelque chose d'hyper valorisant. Puis, en général, c'est facile. Puis, ouais, je sais pas, je trouve ça cool de Ok, montrer aussi le Kenya à des gens qui n'ont jamais vu. ok, c'est intéressant. Hum, on va dire, est-ce que, mis à part ceux que tu nous as cités, est-ce que tu as d'autres projets entrepreneuriaux, donc peut-être sur du moyen long terme, on va dire? Bah, en fait, là, ma vie va quand même beaucoup changer parce qu'on va revenir en Europe cette année définitivement. Je vais quitter le Canada parce que j'estime que c'est assez, assez de neige.
Et je réalise aussi que les opportunités, elles sont quand même beaucoup plus en Europe qu'en Amérique du Nord au niveau de la course à pied. Honnêtement, la course à pied en Europe, c'est un truc de fou. On s'en rend pas compte, mais même en Amérique du Nord, je trouve qu'ils sont quand même assez loin derrière. C'est- Je trouve que c'est beaucoup plus débutant, en fait, l'Amérique du Nord. Tu sais, c'est soit très haut niveau, mais en fait, ça représente très bien l'Amérique. C'est tout ou rien, quoi. C'est soit très haut niveau, soit très débutant. Alors qu'en Europe, on a un pool d'athlètes amateurs qui est énorme. Tu sais, déjà, des amateurs, t'as l'impression, des fois, c'est des pros quand tu les vois. Tu sais, ils sont totalement focus, totalement investis. Peu importe leur chrono, tu vois, ils y croient. T'as moins ça, je trouve, en Amérique du Nord. T'en as, évidemment, mais ça représente moins de personnes, je trouve. Fait que, on rentre en Europe, probablement en Espagne, pas en France, mais bref, ça change pas grand-chose. Et le but, ce serait de faire plus de projets collaboratifs, peut-être avec d'autres créateurs de contenu, puis de pouvoir, tu vois, le podcast, par exemple, c'était trop cool de le commencer au Québec, mais t'es vite en galère pour trouver des nouveaux invités au Québec, hein. Moi, je pense que j'ai fait pas mal le tour. J'ai encore quelques personnes à interviewer, mais je pense que, et tu vois, j'en poste qu'un par mois exprès, parce que j'avais anticipé que si j'en postais trop, j'allais devoir prendre d'autres personnes, que peut-être les contenus allaient être moins bons. Et je pense que la qualité est toujours plus importante que la quantité sur Internet. En tout cas, sur YouTube, je trouve que vaut mieux poster moins et mieux que plus. Et j'aurais aimé qu'on me donne ce conseil plutôt. Et ouais, plus de collaboration. Plus de podcasts avec des athlètes français, j'adorerais faire un podcast à l'INSEP par exemple, avec des experts sur différents domaines. Fait que, mais sinon, il n'y a pas grand-chose qui va fondamentalement changer. Ça va juste être mieux, je pense, dans le futur. Parce que Europe, parce que plus de ressources, etc., quoi. Ok. Pour conclure cette interview, j'ai 3 questions rapides à te poser. Donc, la Ouais. première, c'est est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué durant ta vie? Je pense que le livre sur la communication non violente, c'est un livre qui a été vraiment important pour moi, même si je le maîtrise pas du tout. On va pas se mentir, hein, la théorie est cool, mais je pense que c'est l'histoire d'une vie, là, d'être vraiment comme ça. Mais je sais pas si tu connais ce livre, Si, ouais. probablement. Ok. Communication non violente, les mots peuvent être Des des fenêtres ou bien des murs, ou murs. des fenêtres ou bien des murs. Ouais, parce que ça fait longtemps que je l'ai lu. Je pense que c'est un livre qu'il faudrait relire chaque année, pour être honnête. Ouais. Parce que c'est hyper facile de comprendre la théorie, mais de ne pas l'appliquer par un peu, je sais pas fainéantise, mais genre, c'est tellement plus facile d'être un être humain le même qu'on est toujours que de changer, là. Fait que ce livre-là, je le trouve vraiment bien. Et pour le coaching surtout, là, honnêtement, relations de couple, coaching, relations sociales de manière générale, c'est un livre indispensable pour moi. Sinon, ouais, c'est ça. J'ai pas d'autres livres en tête comme ça. Ok. Ouais. Coaching Habits, tu le connais? Non, c'est un livre anglophone. Anglophone, ouais. Sur, Ok. justement, c'est pas mal, je trouve, pour tout ce qui est relié aux activités de coaching. Ça parle pas mal. Coaching Habits, ok. Ouais, c'est sur 7 questions qui sont assez fondamentales à poser, justement, pour essayer de creuser Ah, dans les cool. besoins de la personne. Moi, je vais aller Donc, voir ouais, ça. En plus, là, je je pars te au Mexique recommande. 10 jours, je vais pouvoir le lire sur la plage. Deuxième question, quel est le souvenir que tu aimerais laisser derrière toi? Tu veux dire de manière générale? En général, ouais, quelle est la trace Ok, que pas juste la course à pied. t'aimerais laisser? Non, ouais, de Bah, manière générale. honnêtement, j'aimerais bien laisser une trace où laquelle les gens. Je pense que d'inspirer, de motiver les gens, c'est quand même une trace cool. Honnêtement, je pense pas que je serais vu comme le mec, tu sais, forcément sympa, qui est toujours le sourire. Ok, mais c'est pas mon style. C'est plus, j'ai envie de faire une différence au niveau des choix de vie. Je pense que c'est ça. Je pense que ma vie, quand tu la vois, c'est un peu ça. C'est, oh, il faisait pas de sport et oh, il est devenu un sportif quand même d'un haut niveau. Ça veut dire que oui, peut-être il y a une part de talent et tout, mais limite on s'en fout. C'est, oh, c'est possible de vraiment changer ta vie sur une impulsion et tout. C'est dur, c'est possible. Il y a une part de chance aussi qu'on sous-estime de ouf, mais c'est possible. Puis j'ai envie que les gens, je trouve que c'est un beau message à véhiculer de dire, tu peux avoir une vie pas super saine, fumer, boire, prendre des drogues, faire des trucs comme ça qui sont pas super sains et sustainable. Mais tu peux à un moment reprendre la direction. Puis, ouais, c'est ça, je pense que c'est la trace que j'aimerais laisser. Ok, intéressant. Et pour finir, est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter qui soit en lien avec le sport? Donc soit que tu as toi-même vécu, soit auquel tu as assisté. Ouais, bah, il y a plein d'anecdotes depuis que j'ai commencé la course, mais je pense qu'une qui me fait rire chaque année, c'est en gros, chaque année, on va à Valencia avec Pauline.
Et Pauline, du coup, elle m'encourage, elle me suit sur l'appli, elle essaye de me spotter le plus possible sur le parcours et tout. Puis à chaque année, Pauline, elle rencontre quelqu'un de connu, tu sais, genre, pendant que moi je cours. Fait que l'année dernière, pas en 2023, mais en 2022, je sais pas si tu vois qui c'est, Tarikou Bekele, c'est enfin le Non. frère de Kenenisa Bekele, que tu dois peut-être connaître, c'est un des plus grands coureurs de tous les temps. Et en fait, il s'est arrêté au 30e, je crois. Et il s'est arrêté juste devant Pauline. Et en fait, Pauline a passé toute la course avec lui et tout. Et quand je suis arrivé, elle était avec lui. Et genre, lui, il m'a dit, genre, bravo et tout. Tu sais, c'est le frère de Kenenisa Bekele, c'est une méga star, tu vois. Fait que, en tout cas, son frère est une méga star. Fait que chaque année, elle trouve rien. Cette année, en 2023, pareil, le frère de Nicolas Navarro, au dernier moment, Julien, euh, il était perdu, en fait. Et genre, je pense que la course partait dans 5 minutes. Et il avait toutes ses affaires avec lui. Dont son téléphone. Donc, il était un peu dans la merde. Il trouvait pas ses parents. Et par hasard, il est tombé sur Pauline. Et Pauline lui a pris tous ses vêtements, son téléphone, ses affaires. Puis elle a appelé ses parents, puis elle lui a rendu son linge et tout. Mais tu sais, elle savait même pas que c'était le frère de Nicolas Navarro. Puis après, elle a compris. Et puis du coup, après, Julien l'a remercié et tout. Puis je trouvais ça drôle parce que Nicolas Navarro, c'est quand même un athlète français que j'admire beaucoup. Puis qui a été une grande source d'inspiration pour moi. Et chaque année, elle fait un truc comme ça, en fait. Chaque année, il lui arrive un peu une petite dinguerie comme ça, que ça me fait rire. Fait que je sais pas ce qui va se passer cette année-là, mais j'espère la même chose. Ok. Écoute, Maxime, merci beaucoup d'avoir passé un petit peu de temps avec moi. Bah, merci à toi de me recevoir, c'était cool. Et bah, pour terminer, est-ce que tu aurais des liens sur lesquels que tu aimerais partager pour que les auditeurs puissent te retrouver? Ah, honnêtement, ma chaîne YouTube, Runwise, c'est le plus simple. Il y a plein de liens, mais ça, c'est là où je mets le plus d'énergie, je pense, dans ces contenus-là. Fait que, ouais, Ok, définitivement. c'est noté. Bah, sur ce, je te souhaite bonne fin de journée, bon entraînement et, Merci beaucoup. et beaucoup de réussite pour la Merci. suite. À bientôt. Merci à toi aussi. Salut. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Si vous avez passé un bon moment, le meilleur moyen de nous le faire savoir, c'est de prendre 2 minutes pour vous abonner et laisser une revue 5 étoiles sur Apple Podcast et ou votre plateforme d'écoute préférée. Si vous nous regardez sur YouTube, pensez bien à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire, ça aide au référencement. Je compte sur vous, c'est important, surtout au démarrage, donc merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode du podcast Peace and Flow.